Il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve. Un rêve dans lequel j'étais de retour en 2008, quand j'avais 10 ans. On était un samedi matin et il était à peu près 9 heures. Tout allait bien, il faisait pas très beau mais pas grave. C'était le week-end et j'étais content. Une fois mon petit déjeuner terminé et mon bol de céréales englouti, je remonte dans ma chambre pour jouer à la console. Bon, ça a pas trop plu à ma mère. Vincent, éteins la console et fais tes devoirs, on va au centre commercial aujourd'hui. Attends quoi? On va au centre commercial? Trop bien! Sur le trajet, je suis excité, je pense à tous ces jeux vidéo que j'ai envie d'avoir dans ma collection et à tous ces maillots de foot que j'ai envie d'aller voir au magasin de sport. La journée se déroule comme je l'imaginais et je passe un pur moment avec mes parents. Des fois c'est long, mais quand c'est le tour de mes magasins, le temps passe à une vitesse de dingue. Le midi, c'est McDo. C'est tellement une bonne journée. Une fois l'après-midi terminé, on ira faire les courses et on rentrera à la maison. J'aiderai ma mère à ranger les courses et je profiterai du jeu vidéo que mes parents m'ont offert toute la soirée du samedi. Puis je me suis réveillé et je me suis rendu compte que c'était pas un rêve en fait, non, c'était un souvenir. Parce que ces samedis-là, on est des centaines de milliers à les avoir vécus en même temps. Ma génération entière a été éduquée à aller tuer le temps dans les centres commerciaux. Et ça, on le doit à un seul homme, celui qui a réussi à nous mettre en tête que le commerce était en fait un divertissement. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Infomaniac. Infomaniac, c'est une entreprise indépendante qui développe depuis plus de 30 ans des alternatives européennes aux services qu'on utilise tous les jours. Mail, stockage, visio, cloud ou même IA. Le tout avec une promesse très simple, garder le contrôle sur ses données et respecter à 100% votre vie privée. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur Euria, leur alternative éthique à ChatGPT ou Gemini qui est une IA 100% gratuite. Tu peux résumer des PDF, transcrire de l'audio en texte ou analyser des images hyper simplement sans payer un centime et surtout sans publicité. Tout est hébergé en Suisse et contrairement aux autres IA les plus connues, ils n'utilisent pas tes données pour entraîner leur modèle. Ce que t'écris reste à toi. D'ailleurs, pour l'anecdote, leurs serveurs sont alimentés en énergie renouvelable et la chaleur dégagée par l'IA est entièrement récupérée pour chauffer 6000 logements en hiver et permettre à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne en été. Alors on veut tous un outil puissant, mais si en plus il revend pas nos infos et qu'il chauffe des apparts au lieu de juste polluer, bah franchement c'est le meilleur compromis. Et c'est le genre de marque que personnellement j'ai envie de soutenir dans leur démarche. Euria est accessible gratuitement pour tout le monde dès maintenant sur leur site ou en téléchargeant l'appli. Toutes les infos pour tester ça sont en description et avec le code VINCE40, vous pouvez bénéficier de moins 40% sur votre abonnement MyCA Suite Plus avec 1 Tera ou 6 Tera de stockage, incluant un accès à leur outil IA. Merci à Infomaniac. On va commencer par faire un test. Fermez les yeux 2 secondes et visualisez à quoi ressemble un supermarché en 2026. Vous verrez sûrement des allées droites avec des produits bien rangés par catégorie, une navigation logique, des centaines de références de tout type réunies au même endroit, le tout dans une manière de consommer logique, efficace où rien ne dépasse. Maintenant que vous avez bien ça en tête, imaginez qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était tout le contraire. Des ruelles étroites avec du monde et des boutiques dans tous les sens, un boucher, un fromager, un vendeur de légumes, un boulanger, une épicerie, tous les uns à côté des autres. On voyait des produits en vrac dans des boutiques souvent bordéliques, aucune réflexion sur les sens de circulation ou les agencements. Les rues étaient blindées de monde qui achetaient des aliments en petite quantité, posaient leurs courses chez eux et ressortaient chercher autre chose. Parce que les frigos et les congélateurs, ça n'existait pas. On trouvait des vendeurs qui faisaient crédit, notaient les commandes dans un petit carnet et des clients qui promettaient de venir payer plus tard. Et pour certains, ils revenaient jamais. D'un autre côté, on trouvait aussi des commerçants ambulants et des coursiers qui parcouraient les rues à pied ou en vélo pour apporter leurs marchandises chez leurs clients. Les laitiers déposaient du lait devant des portes et continuaient leur tournée. Puis il y avait tous ces habitants qui se réunissaient sur les places de marché ou les grandes halles. On entendait le bruit des conversations, la vie partout, les liens sociaux qui se créaient et se renforçaient, alors qu'on faisait simplement nos courses. C'était comme ça qu'on faisait nos courses et qu'on nourrissait notre famille. Et puis la guerre est arrivée.
et elle a bouleversé nos modes de vie et l'architecture de nos villes. Puis, quand l'horreur s'en est allée, une idée a germé dans la tête d'un architecte, une idée qui allait complètement transformer nos manières de consommer, une idée qui allait faire que jamais rien ne serait plus comme avant. Après la Seconde Guerre mondiale, on se remet tout doucement à espérer et les villes détruites tentent de se reconstruire comme elles peuvent. On bétonne, on bâtit de grands ensembles et on tente de reloger des millions de personnes dont les logements avaient été rasés de la carte. Des logements qu'on avait construits à la fin des années 1800, quand l'exode rural avait amené des centaines de milliers de personnes des campagnes à aller vivre dans les villes. Sauf que les villes n'étaient pas prêtes et elles s'étaient transformées pour beaucoup en cauchemars à ciel ouvert, puis la guerre avait fini de tout détruire. Alors en 1945, on reconstruit pour que la vie reprenne. Et pour que la vie reprenne, il faut consommer. Là-dessus, les 30 Glorieuses arrivent en France, et là c'est l'explosion. Une période de 30 ans pendant laquelle la France a évolué comme jamais économiquement. Les industries tournaient à plein régime, la croissance atteignait des niveaux records et à l'intérieur des logements, tout était en train de changer. Les machines à laver commençaient à entrer dans les cuisines, les frigos remplaçaient les garde-manger, les télévisions commençaient à illuminer les salons et surtout, les voitures commençaient à foisonner dans les rues. Vous imaginez tout ce que ça change? Mais l'Europe reste très touchée par la guerre. Sa reconstruction est lente et difficile. Et ça, c'est un truc qui inquiète les États-Unis. Parce que l'URSS toque à leur porte et ils veulent un continent européen fort et en bonne santé économique pour s'allier contre eux. Résultat, ils injectent des milliards de dollars dans l'économie européenne. C'est ce qu'ils appellent le plan Marshall. Et ce plan, il fonctionne à merveille. Malgré cette opportunité en or de relancer leur économie, des pays comme la France ou la Suède accueillent cette aide avec un peu de méfiance. Parce que vous savez, nous les Français, on est fiers de notre culture. Et la Suède c'est pareil, ils ont une culture très forte et surtout très vieille. Ils savent qu'avec ce plan, les États-Unis sont en train de s'imposer comme des sauveurs. Et lentement mais sûrement, ils renforcent leur emprise sur le monde, quitte à en imposer leur propre culture et leur mode de vie. Le burger débarque en France, en même temps que la visite officielle de John Fitzgerald Kennedy. Alors discrètement, les restaurants de burgers apparaissent dans les rues et on a envie d'aller y goûter. On a aussi envie de boire les sodas qu'on voit dans les films et de porter les marques qu'on voit dans les clips. Ça va pas rater. Les modes de vie et de consommation américains se sont infiltrés partout. Parce qu'aux yeux du monde, l'Amérique, c'est la modernité. Et nous, les Européens, on est vieillissants, abattus par la guerre et incapables de nous relever sans accepter la main tendue par les États-Unis. Et vous connaissez les Américains, ils font jamais rien à moitié, même dans leur manière de vivre. Leur presque propagande culturelle devient une arme plus puissante que n'importe quel fusil. Et quand on voit les zones pavillonnaires géantes arriver de l'autre côté de l'Atlantique, on est impressionné. Et on veut développer nos banlieues de la même manière. Les pavillons, c'est le nouvel idéal de vie, avec la voiture garée devant la maison qui nous permet de vivre dans cette modernité américaine. Là-bas, le développement des routes est à des années-lumière de nous et les villes s'étirent de plus en plus. En fait, sans s'en rendre vraiment compte, c'est les conséquences de ce qu'on appelle le white flight. À cette période, les populations blanches aisées fuient les centres-villes où se sont installés les habitants noirs et latinos, principalement originaires du sud des États-Unis. Ça inquiète les blancs racistes qui profitent du développement des routes et de la voiture pour s'installer en banlieue, entre eux, loin de ceux qui leur ressemblent pas. Alors certains quartiers des grandes villes comme New York tombent à l'abandon à ce moment-là, car à cette période aux États-Unis, on ne jure par un seul modèle, l'American Way of Life. Un mode de vie où la réussite individuelle passe par le travail, où l'idéal du bonheur, c'est un petit pavillon en banlieue avec une clôture blanche et un gazon bien tendu. Et il y a une nouvelle règle maintenant, plus on peut consommer et mieux on est vu. Alors les Américains se sont mis à remplir leurs maisons jusqu'à en déborder d'objets. Et dans un contexte mondial où la consommation explose, les États-Unis ont construit leur nouveau temple, les malls. Bienvenue dans le rêve d'un architecte qui à son arrivée aux États-Unis parle pas très bien anglais, connaît peu de monde et se fait assez discret, Victor Gruen. Victor est autrichien et à Vienne, un de ses mentors, c'est lui, Peter Behrens. Peter, c'est un des pères du modernisme architectural et surtout une des personnes les plus influentes du Bauhaus, une école d'architecture allemande qui donnera vie à ce mouvement où tout est pensé pour que le beau et l'utile aillent ensemble. Victor s'imprègne de l'expertise de son mentor et son cerveau commence carrément à bouillonner. Parce que quand il observe les commerces à cette époque dans sa ville natale, il voit très bien que c'est loin d'être optimisé. Ce qu'il veut lui, c'est leur donner un coup de frais et surtout les rendre aussi beaux qu'efficaces.
Alors il se lance dans la conception de boutiques haut de gamme dans un quartier riche de Vienne. Il repense leur mode de circulation et leur façade. À l'intérieur, il imagine des espaces aérés. Tout est pensé pour que ça respire. Les clients doivent pouvoir circuler librement et avoir la sensation d'être à l'aise, de respirer. On doit se sentir bien. Mais alors que sa carrière est en train de décoller à Vienne, tout va s'arrêter net pour Victor. Il doit quitter son pays le plus vite possible. Il est socialiste et juif. Et ça plaît pas à un petit monsieur moustachu. Alors en 1938, direction les États-Unis. Quand il débarque là-bas, il n'a pas grand-chose, seulement sa petite réputation autrichienne et 8 $. 8 $ avec lesquels il doit reconstruire sa vie. Mais heureusement pour lui, le destin va très bien faire les choses. Un de ses amis autrichiens lui dit qu'il a envie d'ouvrir une boutique de maroquinerie sur la 5e avenue à New York. Il lui demande de l'aider à imaginer et concevoir l'aménagement de la boutique. Victor sait très bien à ce moment-là que c'est maintenant ou jamais. Alors il va livrer un perfect. On est sur la 5e avenue, il y a des dizaines de boutiques et pourtant c'est comme si une seule faisait tourner la tête de tout le monde, celle que Victor avait imaginée. Partout à New York, on demande à Victor de bosser sur l'architecture et le design d'intérieur d'autres magasins. À Broadway, sur la 5e avenue, dans le Bronx, vraiment partout. Puis finalement, le magasin qui va tout changer, c'est un magasin de bonbons. L'idée de Victor, c'est que les clients aient l'impression d'entrer dans un univers parallèle, une sorte d'attraction pour adultes. Pour ça, il va jouer avec les couleurs et les lumières. Elles doivent pas seulement être esthétiques ou faire écho aux produits dans le magasin, elles doivent te donner envie d'acheter. C'est tout. Pour lui, si tu rentres dans une confiserie dans laquelle les lumières tirent vers le rose, t'as l'impression que le magasin entier est un bonbon géant. Et t'as encore plus envie de repartir avec quelque chose. À une époque où pas mal de gens flânent dans les rues et regardent les vitrines mais n'entrent pas forcément dans les magasins, Victor est obsédé à faire en sorte que ses créations soient impossibles à ignorer. Et ça marche. Du coup, Victor veut aller encore plus loin. Pour ça, il va créer son propre cabinet. Le prochain projet, il aura une autre ampleur. En fait, c'est quasiment la moitié de la population américaine dans les années 50 qui vit en banlieue. Sauf que les Américains se sont pas juste éloignés des centres-villes, non, ils se sont éloignés les uns des autres. On parcourt des dizaines de kilomètres pour faire ses courses, puis on rentre chez soi, dans sa banlieue, sans avoir parlé à qui que ce soit entre-temps. On a déménagé dans des zones cloisonnées, où les maisons sont proches les unes des autres et pourtant on connaît même pas ses voisins. Les achats se font dans des lieux au bord des autoroutes qui défigurent les paysages et où chaque magasin a son propre parking. Du coup, les clients sont obligés de reprendre leur voiture s'ils veulent aller d'un magasin à l'autre. C'est robotique, ça crée des environnements gris et surtout ça donne pas envie d'y passer du temps. Au contraire, on a envie de faire ses courses et de rentrer à la maison le plus vite possible. Et ça, Victor, il ne l'accepte pas, parce que le vivre ensemble, c'est important pour lui. Alors, nostalgique, il se souvient de Vienne et de ses villes environnantes, de cette sensation de proximité, des lieux où on peut marcher tranquillement, où il fait bon vivre. Il repense à ces places vivantes, à ces lieux où le commerce et la vie sociale cohabitent depuis l'Antiquité, comme l'Agora d'Athènes par exemple. Ouais, tout l'inverse des États-Unis dans les années 50. Les gens manquent de lieux où se rassembler, alors Victor a une petite idée. Ce qu'il a fait pour des boutiques, il veut le recréer à grande échelle. Et quand je dis grande échelle, je parle de très très grande échelle. Bienvenue dans le premier centre commercial à ciel ouvert, pas loin de Détroit. 8000 places de parking et une sensation d'ouverture sur le monde extérieur grâce aux terrasses et aux éléments décoratifs. Mais c'est 2 ans plus tard, en 1956, que tout va changer. Il crée son projet le plus ambitieux, le Southdale Shopping Center à Edina, tout près de Minnesota. Un mall fermé qui, quand on regarde les images de l'époque, donne l'impression que l'ensemble est pas loin d'être une œuvre d'art. Les couleurs sont blanches, c'est lumineux. Le toit est en verre pour laisser passer de la lumière. Les allées sont larges, il y a de la végétation et le tout est construit sur 2 niveaux bien espacés. Il y a un atrium, un carrousel, des zones de jeux pour enfants et on peut même y acheter du popcorn. À Southdale, des artistes sont régulièrement invités à donner des performances. Il devient, comme le voulait Victor, un lieu de vie et de loisirs, un endroit où on aime passer du temps en plus d'être un lieu de consommation. Et à l'époque, les gens prennent une claque monumentale. Le concept explose, c'est une révolution. Toutes les banlieues autour du Southdale Center s'y rassemblent les soirs et les week-ends pour y passer du bon temps. Ça y est, son rêve était devenu réalité. Un atrium grec version moderne, enfin, version américaine. Sauf qu'il y a quelque chose qui va pas.
C'est comme si son concept lui avait échappé. Parce que l'idée de Victor a tellement explosé, c'est tellement un raz-de-marée que la concurrence l'a assez vite répliqué un peu partout aux États-Unis. Victor voulait que son mall soit entouré de quartiers résidentiels, de bureaux, de services médicaux, d'une poste, d'une école, et plus globalement de tous les éléments qui permettent la vie en communauté. Le centre commercial serait un lieu de rassemblement où on peut faire ses courses, mais autour de ça la vie continuerait. Sauf qu'à l'arrivée, seuls des centres commerciaux géants et des immenses parkings seront construits. Rien d'autre. Le centre commercial n'a rien autour de lui, il reste paumé en périphérie, les gens doivent s'y rendre en voiture, et il n'y a aucune vie autour de lui. En fait, ça devient le symbole d'un pays qui voit le rêve américain comme un rêve où les voitures sont partout. Un rêve où on progresse toujours plus vite, mais surtout toujours plus loin. C'est à l'opposé de ce que Victor voulait, et il sent que ses rêves sont déjà en train de se faire grignoter par le capitalisme. Et le pire, c'est que ça fait que commencer. Il a créé un monstre sans s'en rendre compte, un monstre qui porte son nom, l'effet Gruen. Dès qu'un client arrive dans un mall, il est tellement désorienté qu'il se rend plus compte que tout autour de lui le pousse à acheter. Vous êtes forcément déjà promené dans un Ikea et marché pendant 3 heures en suivant un parcours tracé. Tu te balades, tu vois pas le temps passer, tu perds tous tes repères et l'intégralité de tes sens sont concentrés sur le fait d'acheter et rien d'autre. Ikea, c'est l'effet Gruen en mode suédois. Plus on montre de choses, colorées, explicites, moins on donne de repères aux gens, on montre pas le ciel, on dit pas quelle heure il est, plus on les met en condition pour acheter. Ça a été très bien compris par tous ceux qui ont vite assimilé le concept de Victor. Alors maintenant, plus question que les devantures soient élégantes et épurées comme l'imaginait Victor. Il faut qu'elle foisonne de messages publicitaires, de prix et de promotion. En résumé, ce qui a provoqué l'effet Gruen dans le développement des centres commerciaux partout aux États-Unis, c'est que si tu viens dans un mall pour acheter une paire de sneakers, le but est que tu ressortes avec ta paire, mais aussi avec le jean qui va avec, et même pourquoi pas avec un nouvel aspirateur. On compte plus en expérience mais en panier moyen. Alors forcément, quand les patrons des grandes marques voient que l'effet Gruen fonctionne, ils en veulent encore plus. Les allées deviennent plus encombrées avec toujours plus de magasins et à la place des fontaines ou zones végétalisées voulues par Victor, on va implanter une nouvelle boutique de plus. Tout devient un peu plus chaotique et moins relaxant que prévu. Et puis il y a la musique. Enfin, pas vraiment la musique. La musac. Cette musique d'ambiance qu'on entend partout sans vraiment s'en rendre compte, dans les ascenseurs, dans les salles d'attente, les cabinets médicaux et surtout dans les magasins. Cette musique que personne n'écoute vraiment mais qui agit sur tout le monde. C'est comme une magie psychologique qui nous met encore plus en condition sans qu'on s'en aperçoive. Son tempo, ses instruments, son rythme sont calibrés pour mettre notre cerveau en mode off. Depuis les années 30, on commence à l'utiliser dans les espaces commerciaux et les résultats sont clairs. Les clients restent presque 20% plus longtemps dans les magasins quand il y a de la musique. Tu ralentis les gens, tu les apaises et eux ils achètent plus. C'est aussi simple que ça. Alors forcément, après le succès de l'ouverture du premier mall de Victor Gruen, ses concurrents vont pousser partout en multipliant ses techniques de manipulation. Et tout ça, ça le dégoûte. Parce que dans les années 70, c'est déjà trop tard, son modèle est imposé partout. Il sait qu'on lui a attribué le surnom de père des centres commerciaux, mais il en a honte. Il a honte de ce qu'il appelle les machines à vendre. Il multiplie carrément les déclarations pour se désolidariser des centres commerciaux. Il estime qu'on a pris ses idées et qu'on les a rendues indignes. Mais c'est déjà trop tard. Et le pire, c'est quand il retourne à Vienne. Là-bas, tout a changé. Au lieu de renforcer la ville avec des lieux de vie communs, on a plutôt pensé à construire de nouvelles routes. Toujours plus de routes. Comme aux États-Unis. Pendant toute sa vie, Victor va voir l'effet Gruen qu'il a involontairement conçu être exploité jusqu'à l'overdose et lui échapper totalement. Parce que les malls qu'il a créés sont devenus bien plus que des lieux de consommation. Ils sont devenus des armes. Des armes à convaincre le monde entier que la culture américaine était celle qu'il fallait absolument adopter. L'arme principale de la propagation du soft power américain dans sa guerre idéologique face au communisme russe qui a fonctionné à merveille. Surtout chez nous, en France. Cet homme-là, vous le connaissez sûrement pas. Et moi non plus avant de faire la vidéo, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, aux yeux des entrepreneurs français dans les années 60, c'est comme un gourou. On l'appelle même le pape du retail. Ouais, rien que ça. C'est le genre de personnes qui ont transformé la création de Victor Gruen en monstre de la communication. Pour lui, en France, il nous faut absolument des énormes parkings devant des grandes surfaces géantes en périphérie des villes. Sa devise, no parking, no business. Et il y a un homme en particulier qui écoute très attentivement Bernardo. C'est lui, Marcel Fournier. Encore une fois, son nom vous dit peut-être rien, mais si je vous dis qu'il a créé ça,
là direct, ça vous parle un peu plus. C'est lui qui en 1963 va ouvrir le premier hypermarché en France, un Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. 5000 clients avaient fait le déplacement pour découvrir ce nouveau concept, un magasin de 2500 mètres carrés, un parking de 450 places gratuites. Et c'est marrant, c'est un truc que mes parents m'ont dit 10 000 fois quand j'étais petit. Quand le premier Carrefour a ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'était une folie. Alors vu le succès, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme aux États-Unis, les banlieues se sont développées et la voiture s'est démocratisée. Alors les hypermarchés vont commencer à foisonner. Mais c'est 6 ans après l'ouverture du premier Carrefour que la France va basculer dans une autre dimension. 1969, Gérard Mullier ouvre le premier centre commercial de France en périphérie de Lille. C'est différent de ce qu'avait fait Carrefour 6 ans plus tôt, qui s'était simplement contenté d'ouvrir un hypermarché. Gérard, il va plus loin que ça. Il a très bien vu que les hypermarchés étaient de plus en plus populaires, alors il s'est dit, tiens, puisque les gens y viennent en masse, autant qu'ils y restent le plus longtemps possible et qu'ils achètent plein d'autres choses en passant, même s'ils en ont pas besoin. Et là, tout le monde est tombé dans la faille. Les entrepreneurs se sont régalés. C'est le moment où les centres commerciaux vont s'implanter partout en France, notamment sur des terrains agricoles pas chers, toujours en périphérie des villes. Les Français en raffolent tellement qu'on parle à cette époque de la France du caddie. Le surnom est un peu nul, mais ça donne une image. Partout à la télé, on voit des hommes et des femmes pousser leur caddie dans d'immenses parkings pour s'engouffrer dans des centres commerciaux. Des marques comme Castorama ou Flunch profitent de cette nouvelle manière de faire ses courses pour développer leur clientèle. On va faire les courses de la semaine, on s'arrête manger chez Flunch et après manger, papa ira acheter un nouveau marteau pour sa caisse à outils chez Castorama. Pratique, efficace, il y a tout sur place. Et les responsables de centres commerciaux vont même lancer leur propre marque annexe. Comme quand le cousin de Monsieur Mullier crée la marque Decathlon et l'intègre à l'AFM, l'association familiale Mullier qui regroupe des dizaines de marques de manière tentaculaire. Imaginez la tête de Victor Gruen quand il voit comment son idée est complètement partie en couille. Non seulement les entrepreneurs français n'ont pas écouté ses recommandations de base, mais ils sont surtout en train de construire exactement ce dont il a horreur sur une des terres qui l'a inspiré. C'est un peu comme s'il lui avait dit « Ok Victor, merci pour tous tes conseils, mais on va faire tout l'inverse vu que ça marche ». Alors en France, un modèle hybride se met en place. D'un côté, il y a ces zones à ciel ouvert, des magasins posés les uns à côté des autres qui poussent comme des champignons, des zones sans âme bétonnées dans des hangars métalliques où on vient en voiture faire ses courses. De l'autre, des centres commerciaux plus proches des centres-villes, calqués sur l'exemple américain des malls. Paris 2 à Paris, le centre-bourse à Marseille ou le Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. Ceux-là sont plus proches de ce que Victor Gruen avait en tête. C'est pas parfait, mais au moins il n'y avait pas besoin de rouler 45 minutes en périphérie des villes pour y aller. D'ailleurs, à Paris 2, dans l'ouest parisien, en 1989, on construit des milliers de logements luxueux autour du centre commercial, comme si on voulait recréer ce gigantisme américain chez nous en France. C'était tellement ambitieux qu'à l'origine, le projet devait s'appeler Paris 2, comme si ça pouvait concurrencer la vraie ville de Paris. Les décennies passent et la France entière se recouvre de ces grandes zones commerciales. Pire encore, dans énormément de villes moyennes, on entre dans les villes par ces zones commerciales. Et malheureusement, ça a donné un autre surnom, la France moche. Au total, il y avait 230 centres commerciaux ouverts en 1974 et 50 ans plus tard, c'était 4 fois plus. Voilà comment le centre commercial et la consommation sont devenus un réflexe, une habitude ancrée dans la vie des Français. Mais ça, c'était avant, et c'est déjà en train de changer. En 2023, aucun nouveau centre commercial n'a été construit en France, une première depuis les années 70. Et le vrai problème, c'est que cette évolution a créé un effet pervers de polarisation autour de certains centres commerciaux. En gros, les forts sont devenus encore plus forts. Ils attirent de nouvelles marques car ils ont beaucoup de clients. Des nouvelles marques qui attirent de nouveaux clients, qui eux-mêmes attirent de nouvelles marques, qui elles-mêmes attirent de nouveaux clients et ainsi de suite. C'est un vrai cercle vertueux qui se nourrit tout seul. Et à l'inverse, les faibles, eux, ils deviennent toujours plus faibles, désertés par les clients et du coup fuis par les marques. Le Val d'Europe dans le 77, c'est le meilleur exemple. Commandé par la Walt Disney Company tout près du parc Disneyland Paris ouvert en 1992, ce centre commercial devient un monstre de plus en plus polarisant. Depuis 2002, les surfaces de vente et les volumes de passage au Val d'Europe ne font que grossir. Chaque année, le centre commercial attire plus de visiteurs, ce qui fait que toutes les marques de masse y sont installées. Toutes, sans exception. Et pire encore, il a une annexe, la Vallée Village. Un village de marques à outlet de luxe qui renforce cette polarisation. C'est simple, c'est le seul endroit en France où on peut trouver des magasins outlet de marques comme Jacquemus, Gucci, Saint-Laurent, mais aussi au même endroit où on a Uniqlo, la Fnac, un Apple Store, des Starbucks et même un énorme Primark. Et cerise sur le gâteau, on peut aussi y faire ses courses car il y a un Auchan. D'ailleurs, on peut aussi y manger car il y a plein de restaurants. Et en dehors de ça, le Val d'Europe est en plus hyper bien situé géographiquement. À quelques pas du parc Disneyland Paris, la zone touristique la plus fréquentée d'Europe, à une trentaine de minutes de Paris en RER, et entre l'aéroport international d'Orly et celui de Charles de Gaulle.
Tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, il est le centre commercial numéro 1 en France, avec 20 millions de visiteurs en 2024. Je sais pas si on se rend compte, 20 millions de visiteurs, c'est plus que le Louvre et le château de Versailles réunis. C'est quasiment 4 fois plus que la Tour Eiffel. 2 fois plus que Notre-Dame. Alors ok, il y a beaucoup plus de passages répétitifs dans un centre commercial que dans un monument, donc la comparaison au sens premier du terme n'est pas la plus pertinente. Moi, par exemple, j'habite à côté et j'y suis peut-être allé 50 fois l'année dernière. Mais c'est quand même le témoin d'un volume énorme et de personnes qui passent, viennent et reviennent au même endroit. Alors, voyant l'émergence de ce modèle, de nombreux centres commerciaux ont été créés autour de lui. Mais tous, sans exception, ont vu leur fréquentation en chute libre au fur et à mesure du temps. Pire encore, la ville de Meaux, la plus grande ville à côté du Val d'Europe, a vu son centre-ville être déserté avec l'implantation de son nouveau centre commercial Les Saisons de Meaux. Un centre commercial qui, au bout de quelques années, voire quelques mois, était lui aussi désert, parce que sa clientèle était polarisée sur le Val d'Europe, où l'offre de magasins est à des années-lumière, le tout à seulement 15 km de distance. Un centre-ville mort, tué par un centre commercial lui aussi déjà mort. En fait, la ville a tout perdu. J'ai grandi dans un petit village entre ces deux centres commerciaux. J'ai vu ce modèle évoluer de mes propres yeux et j'ai moi-même passé un nombre incalculable de samedis après-midi à traîner dans le Val d'Europe. En fait, j'étais sans m'en rendre compte la cible parfaite d'un modèle qui instrumentalisait mon temps libre autour de la consommation. Mais attention, car c'est pas pour autant que la course est terminée. Car pendant qu'on développait un modèle de consommation partout chez nous, le château de cartes commençait à doucement s'écrouler de l'autre côté de l'Atlantique. On appelle ça les zombie malls. Ces centres commerciaux vides, laissés dans un état de quasi-abandon, qui survivent difficilement, voire qui sont déjà morts. Imaginez, aux États-Unis, au pic de la hype des centres commerciaux, il y avait entre 2,2 et 2,3 mètres carrés de surface commerciale par habitant. C'est 5 à 6 fois plus qu'en Europe. Alors forcément, ça pouvait pas durer éternellement. On a pris un concept, on l'a essoré et multiplié jusqu'à en écœurer les gens. Et c'est pas comme si personne n'avait rien vu venir. They call it the internet on steroids. Sauf qu'au début des années 2000, quand Internet et le e-commerce débarquent, et bah là ça change tout. Quand on avait besoin de faire 15 km dans sa Cadillac pour aller acheter des petits objets du quotidien, et bah maintenant on le faisait directement de chez soi sur Amazon. Et là, c'était la panique. Les grosses enseignes qui faisaient tourner les malls commençaient à fermer les unes après les autres. Aveuglés par cette faim infinie de consommation, ils n'avaient pas soupçonné à quel point leur modèle était finalement si fragile. Et les jeunes qui ont grandi avec Internet, eux, ils n'ont pas connu l'époque où on allait au mall en famille le samedi. Pour eux, ces zones sont moches et sans intérêt. Pourquoi se déplacer dans un endroit qui donne pas envie alors que tout est disponible à un clic de chez nous? Et pire que ça, les populations qui, elles, fréquentaient les malls, elles ont détourné le regard vers des activités qui ont peut-être plus de sens que juste consommer. Résultat, entre les années 80 et maintenant, on est passé de 2500 malls ouverts aux États-Unis à environ 1000, laissant pour compte ces grandes zones vides, presque désaffectées, comme des témoins d'un passé d'ores et déjà révolu. Les clients veulent plus y aller, l'effet Gruen ne fonctionne plus. Des personnes se sont même amusées à recenser toutes les fermetures de centres commerciaux sur un site qui porte bien son nom, deadmalls.com. Sur ce site, on voit l'ampleur des dégâts. Alors quand certains ont été abandonnés à tout jamais, d'autres ont été transformés dans des formats qu'on n'imaginait même pas. What was a department store at an Antioch mall is now a new school for students. Certains sont devenus des écoles, d'autres des logements. On peut habiter dans un ancien centre commercial. De son côté, Amazon a profité de cette hécatombe pour transformer certains centres commerciaux géants en entrepôts logistiques. Le tueur a récupéré le squelette de sa victime pour s'en servir à son avantage. Les spécialistes estiment que 80 000 magasins pourraient fermer aux États-Unis dans les prochaines années. Alors est-ce qu'on va prendre le même chemin chez nous en France ? Est-ce que nous aussi on va se retrouver avec des millions de mètres carrés vides, laissés pour compte comme des témoins d'une époque qui n'existe plus ? Le millénaire, un des plus grands centres commerciaux de France, s'apparente désormais à un lieu fantôme. Les rares magasins encore ouverts vont bientôt fermer. Pas assez de clients ni de ventes. Ces marques perdent de l'argent. La France n'a pas encore les images spectaculaires des malls fantômes à l'américaine, mais ça devrait plus tarder. La Riche Soleil près de Tours, c'est un cimetière de magasins avec des allées complètement vides. Seulement 8 sur 45 ont survécu.
mais je pense plus pour longtemps. Pareil pour Toulouse-Saint-Orens, racheté en 2007 par Clépierre pour 250 millions d'euros et aujourd'hui fantomatique. Trois Soleils à Rennes, c'est un carnage. Tertiel à Chelles, c'est pareil. Et le millénaire d'Aubervilliers qu'on a vu juste avant, la même chose. Pour beaucoup, c'est le début de la fin. Mais si on regarde la situation plus largement, la France a encore plus gros à perdre. Des centres-villes qui meurent silencieusement pendant que les zones périphériques, elles-mêmes en perte de vitesse, continuent de pomper tout ce qui reste. Et le vrai problème de fond, c'est que recréer une dynamique de centre-ville dans un centre commercial, c'est presque mission impossible. Parce qu'un centre commercial, il a une identité. Et les marques les plus cool, les cafés les plus hype n'ont pas envie d'avoir une identité de centre commercial. C'est pour ça qu'en centre commercial, on retrouvera des Starbucks ou des Columbus, plus que des cafés indépendants vraiment cool, car eux n'ont pas envie d'y être, ils ont pas envie d'être associés à cette image. Bref, même si c'est pas perdu d'avance, créer une nouvelle dynamique vraiment intéressante va être très compliqué. Qui plus est que les hypermarchés qui soutenaient les centres commerciaux sont eux aussi en perte de vitesse. Certains réduisent carrément leur taille pour cacher leurs rayons vides, faute de clients. Parce que les gens ont compris et ils recommencent à choisir, pour de vrai. Auchan est dans un cauchemar financier. Casino a disparu, tout comme Cora, absorbés les uns et les autres par d'autres géants du marché. Et le pire, c'est que les groupes comme la famille Mullier entretiennent un cercle vicieux. Elles financent des dizaines de marques en perte de vitesse avec celles qui explosent tout. Alors pendant qu'Auchan est en train de couler, qu'Alinea est en redressement judiciaire, et que des marques comme Jules ou BZB suppriment toujours plus de postes, c'est Decathlon, Leroy Merlin ou Boulanger qui viennent combler les brèches. Mais jusqu'à quand? Puis en face, d'autres enseignes donnent l'impression d'avoir compris. La marque Grand Frais fait exactement le contraire de ses concurrents et montre que le problème, c'est pas le client, c'est la valeur qu'on lui apporte et comment on s'intègre dans son quotidien. Quasiment tous leurs magasins sont rentables et leur CA a triplé en 10 ans. Ils ont réinventé ce modèle-là en le mettant sous un toit, dans des halles couvertes avec un peu de vrac, du local et des marques qu'on découvre car on les voit nulle part ailleurs. En fait, Grand Frais capitalise sur une vraie tendance. Les magasins de proximité et spécialistes gagnent de nouveaux acheteurs avec des croissances supérieures à 5%, pendant que les hypermarchés vont toujours mal. Et c'est pas du tout une révolution, c'est juste une compréhension du monde moderne, le vrai, celui dans lequel on a redécidé de faire nos propres choix. Une enseigne qui sort le client d'une spirale de consommation. Il vient chercher à manger et c'est tout, sans être la cible de dizaines de marques annexes dont il a pas besoin. Et c'est forcément pas parfait, ils ont des défauts, des failles, et leur rachat par un groupe américain récemment pourrait tout changer. Mais c'est aujourd'hui un modèle concret qui plaît aux Français. En fait, c'est l'anti-effet Gruen, et il fait que commencer. Parce qu'au fond, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est ce que Victor voulait depuis le début. Les centres-villes se vident, d'accord, mais on a quand même besoin de se retrouver quelque part. On commande en ligne, ok, mais on a quand même besoin de sortir la tête du téléphone. On doit aller acheter à manger, évidemment, mais on n'accepte plus de mettre n'importe quoi dans notre assiette. Les centres commerciaux qui seront encore là dans 15 ans seront ceux qui ont compris ça. Ceux qui auront intégré des producteurs locaux, renforcé leur offre de divertissement. Leurs espaces où on aime se retrouver et passer du temps, sans forcément acheter. Ce sera plus vraiment un lieu d'achat, mais plus que ça, un lieu qui accompagnera notre vie. Et ça vous rappelle à rien, ça? Ouais, moi ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est pas les malls, c'est pas les chiffres, c'est pas les parkings géants ou les centres commerciaux zombies. Non, c'est Victor Gruen. Un homme qui débarque dans un pays qu'il connaît pas avec 8 $ en poche, qui rêvait juste que les gens se parlent, se croisent et vivent ensemble. Un homme qui a inventé un lieu pour ça, mais qui s'est fait prendre son idée, vidée de tout ce qui comptait vraiment pour la transformer en machine à vendre. Il a passé le reste de sa vie à se battre contre ce qu'il avait créé. Et 70 ans plus tard, on se retrouve exactement là où il nous attendait. On détruit ses malls, on redécouvre ses idées et on revient finalement au point de départ. Comme si, depuis le début, c'est lui qui avait raison.